BFM Business, BFM Crypto, le club. Avec d'ailleurs des prix du Bitcoin qui remontent eux aussi un petit peu. Alors peut-être pas autant que les marchés actions depuis quelques semaines, mais quand même, on voit peut-être un signal sur les cours. Le Bitcoin a franchi à la hausse la barre des 18 000 $. L'Ether de son côté est à 1386 $. Quel potentiel, quelle suite pour l'écosystème crypto. Grégory Raymond vient de nous rejoindre. Bonjour Grégory. Salut Guillaume. Bienvenue, rédacteur en chef, cofondateur de The Big Whale. Et Adli Takalbataï aussi avec nous à distance aujourd'hui. Bonjour Adli. Bonjour. Ravi de vous retrouver, le président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. L'actualité de ce début d'année, c'est cette grande crainte autour de la date du 24 janvier, cette grande crainte de l'écosystème, qui s'en fait l'écho d'ailleurs aussi sur ce plateau. Vous avez envie, vous Grégory, de mettre au point de proposer une mise au point face à cette polémique autour des PSAN et de l'amendement déposé à l'Assemblée qui passera le 24 juin prochain. Oui, parce qu'il y a un petit 24 janvier prochain. Oui, c'est ça. Il y a un peu de confusion en fait. Il y a beaucoup de gens qui croient que à partir du 1er octobre prochain, absolument tous les PSAN, donc en gros les plateformes d'échange crypto, pour simplifier, seront obligés d'avoir l'agrément AMF qui est très contraignant, qui est très difficile à avoir, et que ça menacerait vraiment toute l'industrie française des cryptos. Bon, c'est pas aussi simple que ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir que tous ceux qui sont déjà PSAN, donc les CoinHouse, les Paymium, les Myria, tous ceux qui sont déjà enregistrés, il y en a 60 en France, ne sont pas concernés par ce texte. Et pour eux, le calendrier reste le même. Il faudra avoir cet agrément, mais ils ont jusqu'à 2026 pour l'avoir. Ça laisse 3 ans. Hein. Le calendrier, c'est le suivant. MiCA, donc le règlement européen va être voté le mois prochain. Il va y avoir 18 mois avant que ça entre en vigueur. Et ceux qui sont déjà enregistrés auront encore un délai de 18 mois supplémentaire pour se mettre en conformité. Donc pour tous les acteurs qu'on connaît, il n'y a aucun problème, ils ne sont pas concernés par ce texte. Pour ceux qui ont déjà l'enregistrement, pas de souci, pas de changement de calendrier, ils auront besoin d'avoir l'agrément seulement en 2026, c'était déjà prévu et cet amendement n'y change rien. Du coup, pourquoi y a-t-il une confusion ? Pourquoi certains affirment que tous les PSAN devront avoir l'agrément au 1er octobre ? Alors on va pas se mentir, cet amendement est très mal conçu, très mal écrit. Il y a une confusion entre le texte, donc ce qu'on veut rajouter dans le code monétaire et financier, et l'objet de l'amendement, c'est-à-dire ce qu'on explique en fait, le but en fait de cet amendement. Et ce qui prime en droit, c'est vraiment le texte. Et le texte, je vais vous le dire, c'est à compter du 1er octobre 2023, les personnes souhaitant exercer cette profession de PSAN et n'étant pas enregistrées doivent demander l'agrément. Et n'étant pas enregistrées. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est les nouveaux entrants qui sont concernés par cette accélération du calendrier, tout simplement. Cet amendement, donc, pour résumer les choses et essayer de comprendre votre mise au point, cet amendement n'est pas aussi contraignant que le secteur veut bien le dire ? Oui, exactement. Ça ne change rien pour les acteurs en place. En revanche, oui, ça accélère donc le calendrier pour les nouveaux entrants, parce que à la base, donc ces nouveaux entrants, ils devaient avoir jusqu'à en gros septembre 2024. Là, si cet amendement passe, ils devront déposer un dossier d'amendement avant le 1er octobre 2023. Donc en gros, oui, voilà, ça accélère d'un an. Est-ce que c'est un problème ? En fait, là, c'est un peu plus compliqué parce que de toute façon, il fallait avoir cet agrément à la fin. C'est MiCA qui le prévoit. Enfin, toute la régulation le prévoyait en avance. Là, voilà, juste, il va falloir le faire un an avant. Il risque d'y avoir des gens qui vont avoir, enfin, des entreprises qui vont avoir un problème parce que ça coûte cher. Donc, de déposer un dossier d'agrément, il faut un service compliance d'assez haut niveau. Vraiment, c'est un service 4 étoiles. Il faut des fonds propres. Donc, il va y avoir peut-être beaucoup de boîtes qui veulent rentrer là sur le marché, qui vont avoir besoin de lever peut-être un peu plus de fonds avant de se lancer. Donc, pour les petits acteurs qui souhaitaient venir et arriver sur le marché français, ça va devenir plus compliqué. En revanche, pour ceux déjà présents et qui ont déjà l'enregistrement, pas de changement. Est-ce qu'il y a une forme de distorsion de concurrence du coup qui risque de se créer au profit de ceux qui sont déjà sur le marché ? Et oui, bien sûr, les acteurs historiques là ont énormément de chance parce qu'ils vont pouvoir, ils ont beaucoup plus de temps et les acteurs étrangers aussi qui veulent se lancer. Eux, ils n'auront pas de problème à monter un dossier, même si ça coûte beaucoup d'argent, même s'il faut un service compliance de haut niveau, ils ont déjà ça. Le problème, c'est pour les petits acteurs français. Moi, je pense aux startups françaises qui voulaient se lancer là. Ça risque, oui, d'être un petit peu compliqué. Mais c'est un peu le risque à chaque fois qu'il y a une régulation qui se met en place. Ça préserve les acteurs historiques et les gros étrangers. Adli nous suit en direct et à distance et elle est intéressante cette mise au point que vous voulez aujourd'hui proposer aux auditeurs et téléspectateurs de BFM Business et de ce club BFM Crypto. Adli, vous souscrivez tous les propos. Oui, cet amendement est mal écrit, mais pour les acteurs présents sur le marché déjà enregistrés, il ne changera rien. J'ai envie de dire que c'est un peu
c'est un peu une situation classique en termes de régulation. C'est-à-dire qu'au début, on a des agréments qui sont, ou des agréments ou des enregistrements assez faciles à obtenir, pas trop compliqués. Et au fil des ans, ça se durcit. Et les acteurs qui sont venus le plus tôt, finalement, sont très avantagés. Et on a des mécanismes, on va dire, d'oligopole qui se forment. Parce qu'après, ces agréments, on peut les racheter, ces sociétés. C'est ce qui s'est passé dans le monde du crowdfunding. C'est ce qui s'est passé dans le monde, j'ai envie de dire, du jeu. Et moi, je suis plutôt généralement opposé à ce genre de fonctionnement, de durcir les agréments et les portes d'entrée, parce que clairement, c'est un frein à l'innovation et c'est, un boulevard pour former des oligopoles. Donc c'est toujours un peu gênant d'arriver à cette situation. On sent aussi que c'est peut-être une réaction à ce qui s'est passé avec FTX et les récents événements. Donc je trouve dommage d'arriver un peu comme ça en réaction à un durcissement, alors que finalement c'était assez bien d'avoir des enregistrements possibles et un agrément. Un enregistrement qui était assez léger, à voir ce que ça donne sur la suite et pour le futur. Et moi, personnellement, je suis toujours pour permettre l'innovation dans des cadres, on va dire, de suivi. Je suis pro-sandbox, je l'ai dit plusieurs fois, bac à sable, le fait d'avoir finalement des espaces où on peut innover avec la surveillance d'un régulateur ou d'un organisme d'État, sans pour autant rentrer nécessairement directement dans une logique agrémentaire. Je comprends votre point de vue business. Après, il faut quand même protéger les investisseurs et les consommateurs. Bien sûr. Oui. Mais je pense que ça pourrait être... en fait, il y a un monde où la cohabitation est possible. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des garanties et vous voulez avoir une société qui est extrêmement responsable, qui est soumise à des contraintes très fortes, vous allez chez une société qui a un agrément. Si vous souhaitez prendre un risque et vous estimez que le risque, entre guillemets... le gain en face de ce risque est plus élevé, libre à vous de choisir ce risque. Là, on vous interdit encore une fois le risque et on se retrouve dans une situation où ça crée encore une fois des inégalités, dans le sens où, je le répète sans cesse, mais l'accès à l'investissement aujourd'hui de nos jours, il est réservé aux plus riches. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez jouer au PMU et tout au plus avoir un crédit immobilier. Donc finalement, on vous incite à aller vers les pires placements, c'est-à-dire des placements qui rapportent très très peu, ou du gambling. Parce que ça, par contre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez perdre votre argent au PMU même si vous n'êtes pas très riche et vous n'êtes pas spécialiste des chevaux. Ouais, mais avec un crédit immobilier, on vous demande d'être spécialiste de la finance pour spéculer. Grégory. Ouais, je préciserai quand même que c'est pas vraiment un durcissement, c'est une accélération du calendrier pour certains acteurs. Oui. Et à la base, en fait, tout le monde doit avoir l'amendement à un moment. Ça, c'est prévu. Cet amendement, voilà, n'oblige pas à avoir l'agrément. Pardon. Ah non, je passe. C'est pas grave. Allez-y, Grégory. L'amendement n'oblige pas à avoir l'agrément pour de nouveaux acteurs. Là, c'est juste une accélération. Donc, au final, tout le monde va l'avoir. Tout le monde va le. Donc, voilà. Ah non, mais pour les existants, pas de problème. C'est pour les nouveaux. Ouais, clairement. Ouais, bien sûr. Bon, voilà la question de l'agrément qui pose quelques désagréments. C'est ça. Voilà, je vais me préparer. Wow. Oui, c'est ça le club BFM Crypto, vous savez, c'est l'esprit BFM Crypto. Adli, on va d'ailleurs mesurer ce que les entreprises de l'écosystème ont dans le ventre. On va notamment parler des ICO. Le bear market, la chute des cours qui a fait du mal à l'écosystème. Ce bear market est-il différent des précédents quant à ses impacts pour les projets, les ICO et les trésoreries notamment ? Clairement, maintenant on commence à avoir du recul dans le sens où ça fait 10 ans que l'écosystème existe. En 2017, il y a eu beaucoup de levées de fonds qui s'étaient fait en Bitcoin et en Ethereum et en Ether, pardon. Et il y a eu un problème, c'est que ces projets avaient gardé leurs Bitcoin et leurs Ether. Et donc, quand le bear market est arrivé et que les cours ont fait moins 80%, leur trésor de guerre, leur trésorerie a baissé également de 80%. Et là, c'est déjà beaucoup moins le cas sur ce cycle parce que les stablecoins sont plus répandus qu'avant. Mais vraiment, à l'époque, il y avait eu un effondrement de projets à cause d'une mauvaise gestion de trésorerie. Et il y a quand même des projets qui ont survécu grâce au travail, j'ai envie de dire, de leurs fondateurs. On peut penser même à AV, Headland, qui avait de mémoire perdu pas mal de sa trésorerie, mais qui s'est accroché et qui est devenu AV et qui est devenu un succès. Mais c'est vraiment une question cruciale qu'on se pose assez rarement, c'est de regarder de près
quelles sont les trésoreries des DAO existantes. Bien sûr, souvent, il y a aussi des entités, à côté, entre guillemets, qui peuvent avoir de la trésorerie aussi, avec des levées ou autres. On peut penser par exemple à Uniswap qui a une trésorerie on-chain qui est constituée essentiellement de tokens unis, son token de gouvernance, et qui a aussi une entité Uniswap Lab américaine qui, elle, a fait une levée de fonds récemment et qui doit avoir du cash sur sa balance sheet. Donc moi, je vais plus m'intéresser au côté on-chain, parce que le côté off-chain, c'est assez difficile de savoir ce qui trame. Adli, la trésorerie, vous le dites, c'est la clé pour passer les crises. Que nous apprend l'histoire récente sur la gestion de trésorerie des projets crypto, les organisations autonomes décentralisées, les DAO que vous venez de citer? Mais alors, il y a deux points, à mon sens, qui est important. C'est que, comme on l'a dit maintenant, les stablecoins sont bien ancrés dans l'économie crypto. Donc, les projets ont plutôt gardé des stablecoins lorsqu'ils ont levé de l'argent. On trouve des stablecoins dans les trésoreries des DAO. Je crois qu'il y a à peu près 500 millions quand même de stablecoins dans les trésoreries de DAO, voire un peu plus. On estime à 10 milliards la valorisation, mais c'est un peu délicat parce que ça compte les tokens de gouvernance. Et donc parfois c'est des énormes quantités de tokens de gouvernance et on est un peu dans le paradoxe de FTT qui s'est passé avec FTX, où on survalorise peut-être finalement on le survalorise à coup sûr parce que ces tokens n'auraient pas cette liquidité-là, ils n'auraient pas ce prix-là s'ils étaient liquidés par le projet. Mais donc le point important, c'est de se dire que désormais il y a des stablecoins dans ces trésoreries. La difficulté étant cette année, parce que c'est intéressant d'en parler maintenant parce qu'on vient de passer une année, ça a été de éviter toutes les embûches. Parce que la tentation, c'était de placer finalement sa levée de fonds dans des produits à rendement à 20% ou autre, comme ce que pouvait proposer par exemple l'UST de Terra. Et donc il y a aussi beaucoup d'argent qui ont été perdus au fil et à mesure des banqueroutes, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que quand vous levez une certaine somme d'argent et que vous pouvez payer vos dépenses juste avec un rendement annuel, c'est très intéressant d'un point de vue trésorerie. Mais il faut voir aussi le risque en face de la banqueroute potentielle, d'où viennent ces rendements. C'est tout le problème auquel l'écosystème a fait face et va continuer, je pense, de faire face. Donc ça a été une embûche potentielle pour les projets de ne pas perdre trop d'argent dans ces aventures-là, j'ai envie de dire. La deuxième chose, ça va être de réussir à avoir un management de cet argent qui soit fiable et juste, dans le sens où c'est un métier. Dans les entreprises, il y a les CFO, c'est-à-dire les directeurs financiers qui s'occupent de gérer finalement les actifs de la société. Et on voit qu'en DAO, ça peut être compliqué. Là, par exemple, il y avait eu un amendement sur SushiSwap qui proposait de rediriger tous les profits que générait le protocole et qui étaient habituellement distribués aux gens qui ont le token à la DAO, on va dire, SushiSwap, pour pouvoir payer les salaires qui étaient quand même assez élevés et avec pas beaucoup de contraintes de résultats. Donc il y a eu beaucoup de discussions à ce propos. Il y avait eu le CFO de la DAO Wonderland qui avait eu qui s'avérait être un escroc. Il y a eu vraiment aussi des histoires de ce côté-là. Donc je pense qu'il y a une professionnalisation qui est en cours actuellement sur ces gestions de trésorerie. Et d'ailleurs, Adli, on entend souvent parler de réserves colossales chez les DAO dont vous nous parlez, mais est-ce qu'on peut croire ces chiffres? Est-ce qu'on peut les vérifier? Est-ce qu'on a le moyen? Comment est-ce qu'on arrive à lire aujourd'hui la trésorerie d'une DAO? L'avantage, c'est que c'est transparent. Donc ça, c'est des données qu'on peut consulter on-chain. Le problème de l'évaluation de ces trésoreries, il faut bien faire attention. Comme je disais, quand vous avez Uniswap qui a la majorité de sa trésorerie en uni, on ne peut pas comptabiliser finalement cet asset comme un asset totalement liquide qui vaudrait le fair price qui vaudrait entre guillemets sa valeur de marché courante. Parce que c'est des quantités tellement immenses et ça enverra un signal plutôt mauvais que le projet vende ses propres jetons. Donc on peut se poser la question de ces jetons-là. On peut aussi se poser la question même de la valeur du token, c'est-à-dire que le token Uniswap actuellement, il ne rapporte rien à ses utilisateurs, il permet juste d'orienter le choix des subventions
de la DAO Uniswap. Donc on peut aussi se poser la question de sa valeur intrinsèque au-delà de la spéculation. Parce que pour l'instant, finalement, les gens misent sur une potentielle redirection ou un ajout de fees qui irait vers les porteurs du jeton. Donc, si on enlève les jetons de gouvernance, de ce que j'avais à peu près calculé, on a 1,2 milliard quand même de trésorerie sur toutes les DAO. Oui. Enfin, en tout cas les plus grandes, ce qui est quand même conséquent comme trésor de guerre pour tenir un milliard. Et on a de quoi savoir, se rassurer en tout cas en se disant que la majorité des DAO ont une trésorerie suffisante, ou ce milliard dont vous nous parlez, ce 1,2 milliard est concentré sur seulement certaines DAO et les autres Il y a quand même une certaine concentration, il y a des DAO vraiment plus riches que d'autres, clairement. Mais comme je le dis, il ne faut pas oublier que souvent il y a des sociétés à côté qui ont levé de l'argent de ces projets, des sociétés qui elles sont dans le monde traditionnel, financier, et qui ont également des réserves en banque. Donc clairement c'est une vision toute petite, qui est en tout cas concentrée sur, on va dire, l'espace crypto et l'espace DAO. Et honnêtement, on a l'impression que il y a des projets qui ont subi les différentes crises récentes, oui. Mais globalement, les projets gardent de la trésorerie et on est bien géré, je trouve, ce bull market par rapport au précédent, clairement, où il y a eu beaucoup de projets qui se retrouvaient sans le sou. C'est ça. Intéressant de mesurer ce que les DAO, qui sont partie prenante, évidemment, de l'écosystème crypto aujourd'hui, ont dans le ventre, comment elles se sont organisées, comment elles ont levé des fonds, les tokens, proposé des tokens aussi dans la période de bull market, et comment, du coup, elles parviennent plus ou moins bien à traverser la période actuelle beaucoup plus difficile. Grégory, justement, on va rester dans cette thématique des projets à venir, parce qu'on a encore des projets qui apparaissent malgré l'hiver crypto. Vous révélez dans The Big Whale que Voodoo va faire une ICO. C'est une nouvelle importante ? Ouais, c'est une nouvelle importante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Voodoo, mais c'est le leader mondial des jeux sur smartphone. C'est une licorne française, Cocorico, et ils ont à peu près eu 6 milliards de téléchargements depuis leur création. Donc c'est vraiment une énorme boîte, et ils ont annoncé cette semaine dans The Big Whale qu'ils allaient lancer une ICO au 3e trimestre. Donc une levée de fonds en effectuant une offre de jetons en crypto-monnaie, et il va y avoir du coup l'émission d'une nouvelle crypto-monnaie dont le nom de code actuel est Voodoo Coin. À quoi elle va servir cette levée de fonds ? Alors sur tous les jeux, on va dire un peu freemium, on peut jouer gratuitement, mais pour débloquer certaines parties, il faut payer. Et bien là, il faudra payer avec cette crypto-monnaie. Et aussi, si on gagne des parties, si on est un bon joueur, on pourra aussi gagner des crypto-monnaies. Donc là, on crée en fait une vraie monnaie de jeu, même si la monnaie de jeu existait quand même jusqu'à présent. Là, il y a une crypto-monnaie et qu'on peut échanger contre des euros sonnants et trébuchants. Donc on va pouvoir gagner sa vie dans des parties de jeux vidéo. Dans des jeux vidéo, dites donc. En quoi c'est significatif vraiment ? C'est significatif parce que Voodoo, c'est une entreprise énorme, et c'est surtout une entreprise du monde traditionnel. Et il me semble que c'est la première fois qu'une entreprise du monde traditionnel... Ah, c'est Voodoo qui se manifeste. C'est ça. C'est la première fois qu'une entreprise du monde traditionnel organise une ICO, donc une levée de fonds en crypto-monnaie. Et c'est pas rien, c'est le leader mondial des jeux sur mobile, vous le disiez. Oui, c'est ça. Oui. 6 milliards de téléchargements. 6 milliards de téléchargements. Wow. Donc ils sont en fait, en termes de téléchargements, c'est juste derrière Meta et Google sur les stores. Et aussi, ils vont lancer une application qui va s'appeler Voodoo Infinity, donc sur laquelle on aura tous les jeux blockchain proposés. Donc cette application sera proposée donc sur l'App Store et le Google Play Store. Ouais, encore Voodoo qui se manifeste. C'est la boîte de Pandore qui s'ouvre là, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un grand groupe traditionnel lance une ICO, donc une levée de fonds par une offre initiale de jetons. Vous pensez que d'autres vont suivre ? Ça peut débloquer un certain nombre d'acteurs. Beaucoup vont regarder, je pense. Mais en tout cas, ça nécessite quand même pas mal d'acculturation dans une entreprise, notamment dans le jeu vidéo. On sait que Ubisoft, leur projet de NFT avait été assez mal reçu par les joueurs. Là, on va voir aussi ce que ça va donner. Moi, je pense que nativement, les boîtes comme Voodoo ont un intérêt dans la crypto, en tout cas à expérimenter. Ils sont très forts sur leur mini-jeu Voodoo. Donc voilà, si on ajoute une dimension un peu financière, donc en proposant de gagner de l'argent en jouant, peut y avoir des nouveaux cas d'usage. Voodoo vaut de l'or. Est-ce que Voodoo vaut de l'or ? Est-ce que Voodoo va valoir... Ça serait pas le veau d'or aussi ? Oh ben oui, c'est ça l'esprit du club BFM Crypto, mesdames, messieurs. Un regard là-dessus, Adelis, sur Voodoo qui donc va lancer une ICO ?
C'est une très bonne nouvelle. Après, je suis un peu dans le dossier, donc je vais rester confidentiel. Bon, on est d'accord. Je ne sais pas exactement ce qui a été quand vous êtes dans le dossier, vous n'êtes pas au courant, c'est ça. Voilà, exactement. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Adli Takelbataï, le président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Ouais, les grands acteurs, les décideurs de cet écosystème français des cryptos sont présents à nos côtés chaque jour dans le club BFM Crypto. Et Grégory Raymond en fait partie, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale, ce nouveau média. Ça marche? Ça marche. Ouais. On fête bientôt nos 1 an. Ah, ça passe vite. Mais oui. Eh oui, il va falloir apprendre à marcher du coup là. Exactement. La baleine va devoir apprendre à marcher. Ça va vite, elle navigue déjà bien. Merci Grégory d'être passé nous voir.